La SNES Classic Mini intègre 21 jeux mythiques de l'ère Super Nintendo. La sélection des hits d'époque de Nintendo est judicieuse, mais elle fait tout de même l'impasse sur certaines pépites. Les bombes SNES que vous ne verrez pas sur la Mini, c'est tout de suite, et on commence par accélérer. On doit ce shoot'em up de malade à un faiseur de hits de l'époque Konami, et sans qu'on comprenne bien pourquoi il ne sera jamais adapté ni doté de séquelles sur d'autres plateformes. Les niveaux alternent entre 2D classique à scrolling horizontal et un simili effet 3D à défilement vertical très réussi. Claque graphique phénoménale pour l'époque, armes originales et boss d'anthologie feront entrer Accélé dans le panthéon des chumps. Et tiens, c'est aussi à Konami qu'on doit un shoot complètement déjanté nommé Parodius. Issu de la PC Engine, le titre se veut être une sorte de parodie de Gradius, un autre jeu de vaisseau du même développeur. Dans ce délire purement japonais, on ne sera pas étonné de slalomer entre les cuisses d'une danseuse, par exemple. Et on change de registre avec Bomberman, cette fois pour la claque technique, on repassera, mais le fun procuré par une partie en multi est incomparable, surtout en utilisant l'adaptateur Dodson permettant de brancher 4 manettes sur la console. Un titre incontournable en multi que de nombreux joueurs se sont procurés à l'époque. Autre bombe oubliée pour peu qu'on accroche au genre, Pilot Wings. Dans cette simulation multi-épreuve d'aviation, vous vous entraînerez à sauter en parachute ou piloter un avion, par exemple. Le jeu s'appuie principalement sur le mode 7 et est disponible à la sortie de la console. Pour l'époque, la simulation est impressionnante. Elle permet à un genre habituellement réservé au monde PC de s'inviter pour la première fois sur nos consoles de salon. Et c'est au tour de Mickey de passer au grill. La version Mega Drive exceptionnelle signée Sega nous ferait presque oublier Magical Quest sorti sur Super Nintendo un peu plus tard. Dans ce jeu de plateforme tout bonnement magnifique, Mickey devra achever sa quête dans des décors hauts en couleurs. Originalité du titre, la célèbre petite souris pourra revêtir des costumes qui débloquent des aptitudes indispensables pour finir les niveaux. Et retour au chump, tout d'abord, comment oublier Super R-Type dispo dès le lancement. Le shoot mix des niveaux de R-Type 1 et R-Type 2, côté visuel, c'est pile au niveau de l'arcade. Pour sa part, la bande son simplement orchestrale grâce au chip sonore signé Sony intégré au cœur de la Super NES, enterre littéralement les thèmes chiptunes synthétiques des versions arcade. Seul ombre au tableau, c'est aussi avec R-Type que l'on commence à douter des capacités de la SNES en matière d'animation. En présence de nombreux ennemis, la console montrera des signes de faiblesse en souffrant de ralentissement. Et sans transition, il aura fallu attendre l'arrivée d'un autre shoot bombesque pour écarter les doutes concernant les capacités d'animation de la SNES. Je pense à l'excellent Super Aleste qui en mettra absolument partout à l'écran sans jamais mettre à mal la prestigieuse console de Nintendo. Allez, on revient au jeu du lancement avec 2 titres remarquables. Le premier est Super Soccer, bien avant que ne débarque la série ISS et autres FIFA, et surtout plusieurs années avant l'arrivée de la 3D sur console. Ce jeu affiche une perspective grâce au fameux mode 7. De quoi renouveler le genre, même si on regrettera l'impossibilité de jouer à 4 en utilisant le multitap. Et oui, c'est que l'accessoire de Bomberman est sorti plus tard et qu'on ne pouvait pas trop compter sur les mises à jour dans les années 90. Et quelques années avant la sortie de Street Fighter 2, le jeu culte Final Fight comblera les amateurs d'arcade et de baston. En dehors de l'exception Neo Geo, c'est une des premières fois qu'on dispose d'une copie quasi identique d'un jeu d'arcade sur une machine grand public. Seul bémol, le mode 2 joueurs à la base du fun en multi passe à la trappe, tout comme le charismatique personnage Guy, et double peine pour les joueurs européens dont les personnages seront écrasés par le standard 50 Hz. Dans un autre registre, Earthworm Jim fait figure d'ovni en matière de design. Les combattants musclés, c'est has-been, ici on dirige un ver de terre survitaminé. Dans certains niveaux, les vaches tombent du ciel, bref du grand n'importe quoi, mais la réalisation est irréprochable et l'action bourrine à souhait s'avère jouissive. En bref, un must qu'on se devait de posséder à l'époque. Et Earthworm Jim, que l'on devait à l'américain Shiny Entertainment, faisait figure d'exception dans le torrent de hits japonais. Il ne fut pas le seul puisqu'on se souvient aussi de Cool Spot, un jeu signé Virgin dans lequel on dirigeait un point rouge de la marque 7-Up. En marge des prods japonaises, on trouvait aussi l'excellent jeu de réflexion Lemmings, malheureusement complètement sorti des radars à l'heure actuelle. Dans ce titre, le joueur devait sauver un maximum de ces petites bêtes stupides qui n'obéissent qu'aux ordres du joueur et mettaient souvent leur vie en péril si vous n'y preniez pas garde. Et on boucle le tour d'horizon des devs européens et américains avec Mortal Kombat. Cette fois encore, l'arcade s'invite à la maison avec ce jeu de baston gore à souhait, enfin avant la censure qui frappa la version SNES. Originalité du titre, les graphismes sont en partie constitués d'images digitalisées. Bon, c'est quand même très moche, mais le côté ultra violent trouvera son public. Et si le gameplay n'est pas au niveau d'un Street Fighter 2, il reste néanmoins acceptable. Et avant de finir, un mot au sujet des simulations de voitures avec F1 Rock 2. Après un F0 qui mise sur l'aspect futuriste, le développeur Zeta met le mode 7 au service d'un jeu de Formule 1 et autres voitures de sport prototype. Le mode 7 défile de façon extrêmement rapide par rapport à F0, un exploit qui serait dû à une puce implantée au cœur de la cartouche. Bullshit d'après Wikipédia qui indique que seule une fraction de la puce serait utilisée pour gérer des instructions relativement basiques.
Et on finit en beauté avec les Tortues Ninja Turtle in Time. Non, rien à voir avec le jeu d'action-aventure à la difficulté titanesque sorti sur NES quelques années plus tôt. Ici on se retrouve plutôt face à un jeu de baston jouable à deux simultanément qui fait suite à la version arcade. Le titre est très bien réalisé et il utilise même le mode 7 avec parcimonie lorsqu'on projette les ennemis à l'écran. Voilà, cette sélection s'achève. Si certains de vos coups de cœur manquent à l'appel, je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour partager vos coups de cœur de l'époque.